Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est la première édition de ce qu'on va faire de façon assez régulière. Ça s'appelle le Cadalénoscope. Et l'idée, c'est d'établir une revue de presse un peu régulière qui permet de traiter, d'analyser des éléments de l'actualité et de le faire non pas uniquement en parlant ou par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais de le faire en mettant en avant des analyses, des publications qui nous permettent de réfléchir, parce que il me semble, en tout cas c'est la conception que j'ai du mandat de député, que nous devons contribuer à chaque moment, à chaque instant, de quelque façon que ce soit, à une sorte d'exercice général d'éducation populaire. Donc voilà, c'est parti pour le premier Cadalénoscope. J'espère que ça va vous sembler bien intéressant. Alors, bon là, ces derniers temps, je me suis concentré dans mon activité parlementaire à la fois sur la question internationale, mais également sur la question institutionnelle. Donc ce seront un peu les deux éléments que j'ai envie d'aborder. Et pour la question internationale, j'ai parlé à de nombreuses reprises à l'Assemblée nationale de la question de l'invasion israélienne au Liban qui est inacceptable. Et donc pour commencer, je voulais vous partager un article du Monde diplomatique. Je commence par le Monde diplomatique parce que bien entendu cette revue de presse sera une revue de presse à partir de médias indépendants aussi possible que cela puisse être. Commencer par le Monde diplomatique, pour moi c'est important parce que c'est un journal qui mène à la réflexion critique, qui invite des chercheurs à écrire, qui aussi publie des enquêtes longues qui vraiment sont instructives. Moi, ça fait depuis, je sais pas, mes 14 ans que je lis le Monde diplomatique et à la fin, on a une compréhension large de bien des enjeux dans bien des endroits du monde qu'on ne connaît pas forcément nécessairement. Dans le numéro d'octobre, alors bon, c'est bientôt terminé hein, pour octobre, puisque on arrive bientôt en novembre. Mais dans le numéro d'octobre, il y a un article qui est vraiment intéressant, un dossier d'ailleurs, tout un dossier sur le conflit israélo-palestinien. Il y a un article qui a retenu mon attention que je voulais vous partager, qui s'appelle « En Israël, l'arbre est aussi un outil colonial ». On y apprend dans cet article, écrit par Aïda Delpuech, que en fait, partout où des Palestiniens sont chassés, en tout cas dans bien des endroits, des oliviers sont détruits. Or, les oliviers sont vraiment un symbole très fort, y compris sur le plan de l'identité culturelle du peuple palestinien. Donc les oliviers sont détruits et des conifères sont plantés. Et cela est vécu vraiment aussi par le peuple palestinien comme une véritable tragédie, car non seulement de certains endroits ils sont chassés, mais en plus c'est une forme d'attache au paysage, à la manière dont on se rapporte au lieu qui disparaît à ce moment-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui porte un nom assez précis, ça s'appelle l'ethnocide, c'est-à-dire que quand on essaye de détruire en réalité la culture d'un peuple spécifiquement. Mais cette question des arbres, elle est d'autant plus intéressante qu'elle m'a fait penser à d'autres situations similaires. C'est un historien de l'environnement qui s'appelle Alfred Crosby qui disait que les Européens, en colonisant dans le monde, en fait, refaçonnaient le paysage. Et parce que c'était un projet porté historiquement, ils refaçonnaient le paysage d'une certaine manière comme pour être chez eux. C'est-à-dire, tantôt en Amérique du Sud, tantôt en Amérique du Nord, il y avait ce projet-là. Moi, quand je suis allé en Bolivie, à Cochabamba, ils ont des gros problèmes d'eau parce que les Espagnols ont mis par là-bas tout un tas d'eucalyptus qui consomment énormément d'eau. Bon. Donc ce fait-là, qui se passe en Palestine, est un fait en fait qui se rapporte aussi à une histoire coloniale plus générale. Façonner le paysage est un outil colonial tout à fait décisif. Donc Crosby, il a un nom pour ça, il appelle ça les néo-Europes. Et d'ailleurs, néo-Europe, ça se voit dans beaucoup de noms dans le monde. Hein. New York, c'est voilà, la Nouvelle-York, il y a la Nouvelle-Orléans, et on peut multiplier les exemples comme ça. Donc finalement, la dimension coloniale se redouble d'une dimension de modification de l'environnement, et ça c'est quelque chose de très important à comprendre pour ce qui se joue aussi matériellement dans un conflit tel que le conflit israélo-palestinien et de l'entreprise de colonisation israélienne. Vous voyez, là, il y a un témoignage qui est dans l'article où il dit « À chaque fois qu'une famille bédouine est expulsée de ses terres, ils viennent planter des arbres dès le lendemain. » Donc vraiment, il y a quelque chose d'immédiat et qui renvoie également à des analyses de Guillaume Blanc à ce qu'on pourrait appeler le colonialisme vert, c'est-à-dire le fait que, à partir de la question environnementale, parce que là, l'un des prétextes utilisés pour planter des arbres partout, c'est-à-dire qu'on lutte contre la désertification. Mais en réalité,
il y a une forme de développement, de l'expansion de la culture de conifères contre, d'une certaine façon, l'olivier, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, un symbole très fort sur le plan de l'identité. Donc, il est toujours très important d'en appeler au cessez-le-feu, que le massacre cesse, que, d'une certaine façon, les conditions politiques de la paix soient réunies, avec la reconnaissance de l'État palestinien, le fait qu'il faille également, pour mettre pression sur Israël, suspendre aujourd'hui l'accord entre l'Union européenne et Israël. Bien, bref, il faut réunir les conditions d'une solution politique, d'une solution à deux États. Ça, c'est une chose, mais il faut aussi comprendre ce qui se passe dans le processus historique dans le temps long, et de ce point de vue-là, eh bien, cet article nous permet d'une certaine manière de décaler un peu notre réflexion et de voir qu'il y a aussi profondément dans la transformation même du paysage eh bien, une volonté coloniale de façonner un nouveau paysage de telle sorte à priver les Palestiniens non seulement de leurs terres, mais également de ce qui culturellement les rapporte à leurs terres. Donc voilà, ça c'était le premier article que je voulais vous présenter parce que vraiment c'était extrêmement intéressant. Globalement d'ailleurs, j'ai envie de dire heureusement que le monde diplomatique existe, y compris pour avoir un regard historique, critique, d'analyse, en replaçant les choses sur une perspective de long terme par rapport au conflit israélo-palestinien, parce qu'on ne peut malheureusement pas en dire autant de l'essentiel des médias. Le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est l'élément institutionnel. Là, on revient à la France, on revient d'une certaine manière à la situation nationale. Et l'article que j'ai en tête est un article d'Eugénie Merriot. Et Eugénie Merriot, qui est donc une universitaire, spécialiste des institutions, de leur dynamique historique, de leur évolution, elle a dès juillet écrit un article vraiment passionnant, je vous recommande. Pour le coup, il est en ligne, donc vous allez sans doute le voir apparaître sur votre écran. Cet article, il permet de comprendre ce qui se passe toujours aujourd'hui. Et ça, il y a quand même quelque chose d'important. La situation posée par le président de la République, d'une certaine façon, est sans précédent dans le pays. Elle organise le pouvoir autour de lui, mais dans des proportions, parce que la Ve République permet ça habituellement. Mais là, elle le fait dans des proportions considérables, et surtout avec une méthode, vous l'avez suivi, je ne vous la refais pas, le gouvernement démissionnaire, le fait qu'il n'a pas nommé un gouvernement Nouveau Front Populaire, etc. Bon, vous avez tous ces éléments-là. La clé de cette histoire, c'est que Emmanuel Macron s'est dit « mais je suis tranquille puisque personne n'est juge de mon action, puisque je suis, en vertu de la Constitution, le seul interprète de la Constitution elle-même. » Vous voyez bien la dérive autoritaire majeure qu'une telle interprétation peut porter. Et c'est ce qu'Eugénie Merriot analyse en disant bah, ça se rapproche de l'école du réalisme juridique. Une école, notamment portée de façon assez funeste par le juriste Carl Schmitt. Carl Schmitt, que citait d'ailleurs Emmanuel Macron en allemand, comme le dit Arié Halimi dès 2017. Il citait sa fameuse phrase sur la souveraineté, souverain est celui qui décide de l'exception. Et lorsque Macron citait cette phrase en 2017, Eugénie Merriot le rappelle, il a sorti ça d'un « je suis le président ». Quand on entend ça, on imagine bien le caractère grave pour la démocratie d'avoir un président qui a une idée pareille de sa fonction et qui pense que parce qu'il est président de la République, il est seul détenteur de la souveraineté populaire. Et l'article d'Eugénie Merriot permet de comprendre que face à cela, il y a une autre conception réaliste en fait du droit. Et cette autre conception réaliste du droit, eh bien, elle part de l'idée que le peuple, comme souverain en République, eh bien, il a aussi et il trouve ses représentants, notamment à l'Assemblée nationale. Que dès lors, l'usage de la motion de destitution, et je vous invite toujours à signer d'ailleurs la pétition autour de la destitution d'Emmanuel Macron, cette motion de destitution, elle renvoie à l'idée que les parlementaires sont légitimes également, et que nous sommes légitimes à juger l'action politique du président de la République, à considérer que ce qu'il fait est absolument anormal, non seulement au regard des règles de droit que nous avons en commun, de la Constitution, mais, et ça tout le monde l'a compris dans le pays, également au regard des principes démocratiques de base. C'est-à-dire que lorsqu'une élection a lieu, lorsque les citoyens s'expriment, le minimum c'est de la respecter. Son article lie à la fois la situation présente, mais son article rapporte cela aux origines même de la Ve République. Et les origines de la Ve République, c'est De Gaulle qui dit des choses comme « la Constitution c'est moi ». Je vous recommande vraiment cet article parce qu'il permet de réfléchir. Il permet de réfléchir à la Ve République, il permet de réfléchir à la situation actuelle et à la nécessité de censurer le gouvernement, c'est sûr, mais aussi de destituer le président de la République parce qu'il devient un danger pour la démocratie dans le pays et de penser à la refonte en général
de nos institutions. Après, alors parce que l'article là, que je viens de vous recommander, il vient d'un site aussi indépendant et remarquable qui s'appelle Analyse, Opinion, Critique. Alors dedans, vous avez des analyses, des opinions et des critiques, comme son nom l'indique. Bon, on va vers un média moins indépendant, hein, c'est sûr, c'est l'Express. Mais alors, dans l'Express, il y a un article du 21 octobre 2024 qui vaut quand même son petit pesant de cacahuètes. Là aussi, il explique les conditions de la dissolution. Il faut se rendre compte qu'au 9 juin, le Premier ministre n'est pas au courant. Gabriel Attal ne le sait pas. Or, l'article 12 de la Constitution prévoit que le président de la République consulte les présidents des deux assemblées, donc là en l'occurrence Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, et le Premier ministre, avant de prendre la décision. Et l'article raconte, mais alors par le menu, dans le détail, que cela n'a pas du tout été le cas. À un moment donné, certains macronistes ont dit « Ah non, mais il faut surtout pas dissoudre, etc. » parce que la rumeur circulait tout de même un peu. Et on lui dit « Non, il faudrait un triumvirat au gouvernement. » Et les gens ont des idées bizarres. Cazeneuve, Borne, et puis Larcher, je crois. Enfin bref, quelque chose qui fait absolument rêver en termes d'alternatives. Mais et Macron refuse. Il refuse en plus en disant « Mais non, mais ils veulent se débarrasser de moi. » Il dit exactement la citation « Les gens ne veulent pas de moi. » En fait, quand on lit cet article, qui est quand même une enquête assez intéressante sur les conditions de la dissolution, on comprend en fait le délire du pouvoir personnel dans lequel est Macron. Et il dit en plus, ma dissolution, elle va être réussie. Celle de Chirac, elle a été ratée parce qu'elle a été trop annoncée, tout le monde savait, alors que là, je vais prendre tout le monde par surprise, ça va être brillantissime. Alors, on a vu quand même le résultat pour lui. Et d'ailleurs, le tournant autoritaire ensuite dont je viens de parler, le refus de reconnaître le résultat du scrutin, c'est presque, on pourrait dire, un refus par orgueil, parce que son plan a complètement échoué. Alors Gérard Larcher, il a eu 1 minute 30 ou 2 minutes d'échange avec le président. Donc en fait, le président a informé Gérard Larcher, président du Sénat. Larcher apparemment a tenu un verbatim. Donc d'accord, son directeur de cabinet, ou je sais pas qui, a écrit la conversation. Ben moi je le dis, mais pourquoi ne le rend-il pas public ? Gérard Larcher doit rendre cette conversation publique, elle est d'intérêt public. Le président n'a pas respecté l'obligation constitutionnelle minimale qui est posée par l'article 12. Le problème aujourd'hui que nous avons en termes institutionnels est double, c'est à la fois, on va dire, l'hubris, la démesure du pouvoir personnel chez Macron, mais également le cadre qui le lui permet de le faire. Alors à la fois avec une absence totale de contre-pouvoir au sein même, d'une certaine façon, de sa coalition, et puis par le cadre de la Ve République elle-même. Donc cet article, il fait réfléchir, c'est sans doute pas l'intention de l'Express, mais enfin, il fait quand même réfléchir à la nécessité de passer à la 6ème République. Voilà. Donc voilà pour les 3 petits articles que je voulais vous présenter. C'est le Cadalénoscope. Je vous dis à bientôt.